Nous sommes en France, nous sommes au début du XVe siècle, c'est un vrai marasme, c'est la guerre de 100 ans, et le roi Charles VII qui est au pouvoir, eh bien, il règne dans des conditions qui sont très difficiles. Il y a le roi d'Angleterre d'abord, le roi d'Angleterre qui lutte contre le roi de France, de nouvelles offensives, la bataille d'Azincourt, si vous connaissez, 1415. Les Français à Azincourt ont perdu toutes leurs forces, on doit réarmer, on doit embaucher de la soldatesque, et 3 ans plus tard, eh bien malheureusement, c'est la prise de Paris. La prise de Paris par les Anglo-Bourguignons. Il ne faut pas croire que ce sont les Anglais en grande partie qui provoquent les guerres, les batailles en France. Non, il y a surtout les Bourguignons qui sont alliés aux Anglais. Alors depuis 1390, eh bien, il y a encore un très grand malheur sur la France, c'est que le roi Charles VI, eh bien, il est complètement fou, c'est un obsédé sexuel, il a des crises de folie plusieurs fois par jour, et oui, il faut avouer aussi que cet homme est la victime de 6 mariages consanguins. C'est pas mal. Alors, la cour s'inquiète, on a un roi qui est malade, on a un roi qui ne veut pas prendre les armes, on a les Anglais qui grignotent tout doucement le territoire, grignotent la France. Alors, il y a une reine, bien sûr, c'est Isabeau de Bavière, qui se plaît à cocufier son mari toute la journée. Elle passe du bourguignon à l'anglais, de l'anglais au français. Enfin, ça lui plaît énormément de trahir et son mari et la France. Alors, subitement, elle va devenir la maîtresse de son beau-frère. Son beau-frère qui est Louis d'Orléans, et ça lui plaît très bien. Les Anglais profitent de la situation, et Isabeau de Bavière va essayer d'amener tout le monde par le bout du nez, et elle va faire signer à son époux, qui est en pleine crise de folie, un traité meurtrier, qui sera signé en 1420, qui est le traité de Troyes. On n'en parle jamais dans les classes d'école de ce traité, c'est bien malheureux. En France, on ne sait probablement pas qu'il existe. Parce que ce traité de Troyes, eh bien, c'est lié, c'est vendre la France, pieds et mains liés aux Anglais. Si bien que Charles VI, le roi, va s'engager à donner sa fille en mariage au roi d'Angleterre. Si bien que, automatiquement, le roi d'Angleterre sera également roi de France. En 1422, eh bien, Charles VI va mourir, et c'est son fils, le dauphin, Charles VII, qui va monter sur le trône. Le mot est bien grand, sur le trône, et son héritage, bien sûr, aura été complètement floué. C'est un homme qui est assez faible, il est également issu de ces différents mariages consanguins, et il a décidé de passer outre. Il se moque complètement de ce traité de Troyes, et par d'autres traités ou par les armes, eh bien, il veut absolument se défendre. Le roi est absolument dans l'illégalité. Il y a un traité qui a été signé, dont le roi agit dans l'illégalité. Alors, le futur roi de France et d'Angleterre vient de naître, il a un peu plus d'1 mois, ce sera le futur Henri VI, c'est ironique tout de même, si bien que Charles VII, dans le fond, politiquement, c'est un peu un roi d'opérette. On l'appelle le roi de Bourges, il n'est pas tellement riche, il a peu de revenus, il a peu de terres aussi, et par contre sa belle-mère, qui est Yolande d'Anjou, eh bien elle est très riche.
Elle a énormément d'influence à la cour et auprès des cours étrangères aussi. En 1424, eh bien, Charles VII va lancer une nouvelle offensive qui sera un échec lamentable. Octobre 1428, c'est une catastrophe. Les Anglais mettent le siège devant Orléans. Alors ici, il faut à tout prix qu'Orléans tienne, parce que si Orléans tombe aux mains des Anglais, eh bien les Anglais pénètrent dans tout ce qui reste de la France. Voilà le contexte politique dans lequel va naître Jeanne. Alors il y a bien sûr un contexte religieux qui n'est pas plus brillant. Contexte religieux, eh bien, il est lamentable également. Nous sommes en 1309. La papauté, vous savez, a quitté Rome pour se réfugier dans le pays d'Avignon. Philippe le Bel a fait venir son pape, il a créé son pape, qui est Clément V. Et Charles V également, le roi de France, tient les papes en Avignon. Le pape est donc maître en France, mais le roi tient le pape entre ses griffes, c'est très bien. Alors, ces deux rois ont tout fait d'ailleurs pour maintenir la papauté en France. En 1378, Grégoire XI a tenté de faire revenir, de retransférer le Saint-Siège à Rome, et il dira d'ailleurs qu'il veut quitter la puanteur d'Avignon, c'est tout dire, hein, surtout venant de la bouche d'un pontife. Alors, Grégoire XI décide de rentrer à Rome, alors c'est la colère du roi Charles V. Le roi Charles V est furieux de voir partir son pape, les Romains, eux, ils applaudissent bien sûr, puisqu'un pape, ça rapporte beaucoup d'argent, et les cardinaux, librement, vont élire un nouveau pape, qui sera d'ailleurs Urbain VI, qui est un ivrogne débauché, un peu pédophile, je pense, mais enfin ça c'est une question d'hormones probablement. Et Charles V, ça ne s'est jamais vu, Charles V va annuler le conclave. Jamais un roi n'avait annulé un conclave. Si bien que, suivant les ordres du roi, hein, l'Église avouera s'être trompée. C'est rare aussi. Et on va élire un antipape, pour ceux qui croient aux antipapes, on va élire un fameux Clément VII qui est Robert de Genève, hein, c'est un homme qui n'a pas mal de sang sur les mains. Robert de Genève va régner en Avignon, pendant qu'Urbain VI, lui, y régnera à Rome. Urbain VI ne veut pas céder sa place, il y a donc deux papes. Et puis ce sera le grand schisme, ce qu'on appellera le grand schisme d'Occident, hein, ça va durer pendant 40 ans, il y aura deux papes, un à Rome, l'autre à Avignon. Alors finalement, en 1409, c'est une date fatidique, puisqu'un troisième larron va entrer dans la danse. Un troisième pape va être élu. C'est un nommé Balthazar Cossa, hein, c'est un ancien, un napolitain, pense-t-on, c'est un ancien corsaire, il n'est même pas prêtre, un ancien corsaire, un flibustier, et il sera élu au cours d'un conclave forcé, et il prendra le nom de Jean XXIII. C'est un homme qui est rusé. Alors voilà que l'Église est au comble du ridicule. Hein, trois papes, Jean XXIII, Urbain VI et Clément VII. Et il y aura le concile de Constance qui va durer 3 ans. Hein, on va renvoyer les trois papes et finalement on va élire un autre qui sera Martin V. Et Martin V, lui, n'est pas prêtre. Hein, c'est un colonna, je pense, il n'est pas prêtre, on l'a pris dans la noblesse. Et en 3 jours, il va recevoir tous les ordres, depuis le petit curé de paroisse jusqu'au pape. C'est pas mal, hein? Tout ça pour élire un colonna et pour conserver un pape et renvoyer les 3 autres. Vous voyez que l'Église se couvre de ridicule, elle vit vraiment dans la honte, et c'est à cette époque, politiquement, religieusement, que va naître Jeanne la Pucelle. Une phrase qui a été relatée par Matthieu Paris, et je la lis à l'époque de la naissance de Jeanne, en 1407. « Les cathédrales sont des cavernes de voleurs, les cloîtres de nonnes sont des loges de prostituées. » C'est un historien qui l'a écrit. Alors, parlons maintenant, puisqu'on a vu le contexte historique dans lequel va naître Jeanne,
il faut d'abord mettre les choses au point. Au départ, c'est que Jeanne ne s'est jamais appelée d'Arc. Hein, d'Arc, c'est une invention d'un chroniqueur du XVIIIe siècle dont on a oublié le nom. Elle n'a jamais porté le nom de d'Arc. C'est la raison pour laquelle j'ai affiché Jeanne la Pucelle. Quel était son nom? Eh bien, on lui a donné le nom de Dare, peut-être, Dare, T-A-R-T, Dare aussi. Et le roi de France, lui, Charles VII, par coquetterie, il va lui choisir le nom de Jeanne d'Ay, D-A-Y. C'est une coquetterie. Alors, lorsqu'elle se présentera à Chinon, cette fameuse rencontre de Chinon, eh bien, on lui demandera « Comment t'appelles-tu » Eh bien, elle dira simplement « Je m'appelle Jeanne la Pucelle ». Il faut savoir une chose aussi, c'est que Pucelle ne veut pas dire vierge. Hein, Pucelle ne veut pas dire vierge. Une pucelle, c'est une servante. Donc, il ne s'agit pas d'une fille qui a fait vœu de chasteté, non, absolument pas. Hein, c'est Jeanne la servante. Pucelle, c'est la servante du Seigneur. D'ailleurs, quand on écrira l'acte de réhabilitation de Jeanne au milieu du XVe siècle, eh bien, le scribe écrira Jeanne, Pucelle et Vierge. Hein, ça veut tout dire, on ne peut pas s'être trompé. Donc, il faut oublier pour toujours le nom d'Arc. Alors ici, vous avez la maison familiale. Hein, cette maison familiale que vous ne reconnaissez évidemment pas, c'est une lithographie qui date du début du XIXe siècle. Quelles sont les origines de la famille? Eh bien, les Dare ou Tare sont originaires de Chaumont. Un curé très sympathique des environs de Chaumont, le curé d'Arc-en-Barrois, il est décédé depuis, eh bien, il a rédigé un livre sur l'histoire de la famille d'Arc. Il prétendait qu'ils étaient originaires, la famille est originaire de Arc-en-Barrois. Hein, c'est une thèse, on peut en parler. C'est une famille qui est très ancienne. C'est une ancienne chevalerie. Hein, ce sont des nobles. Ils ont malheureusement perdu leur fortune pendant la guerre de Cent Ans, comme beaucoup d'ailleurs, mais ce sont des nobles. Ils ont fait un bon mariage. Hein, le père d'Arc a épousé Isabeau de Vouton, qui est la mère, on en parlera plus en détail tout à l'heure, de Jeanne, et elle fait partie du tiers-ordre des franciscains. Les franciscains, l'ordre religieux des franciscains, a une importance énorme dans toute l'histoire de Jeanne, depuis sa naissance jusqu'à son décès. On en parlera également. Petit détail historique, vous voyez la maison de Jeanne comme on la voit actuellement, vous l'avez vue comme elle était à l'époque, ou à peu près. La maison que vous voyez à Domrémy a été détruite par Napoléon Bonaparte. Il en a fait construire une autre à une centaine de mètres de la maison originale. Vous voyez que déjà là, on nous a tout de même leurrés. Il y a 3 fils dans la maison, un Jacquemin, un Pierre et un Jean. Et puis il y aura une petite Catherine qui, elle, va mourir en bas âge. Alors, que fait le chef de famille à Domrémy? Eh bien, c'est un notable. Ça veut dire qu'il se place entre l'échevin et le maire. Il est ce qu'on appelle un fermier général. Hein, et en 1408, eh bien, on peut constater, un an après la naissance de Jeanne, on peut constater que plusieurs membres de la famille vont apparaître à la cour de France, à la cour de Charles VII. En 1331, plus ancien, c'est un ancêtre, on retrouve un Dare comme évêque. On retrouve même un Dare dans la famille de Bourgogne également. Sont-ils de la famille? C'est bien possible. Certains historiens l'ont prétendu. Alors il y a un personnage là qui va mettre son nez dans toute l'histoire de Jeanne, eh bien c'est M. Michelet. L'historien Michelet, eh bien, il va un petit peu créer une Jeanne à sa façon. Il va l'assaisonner, hein, il aura une recette, il va nous servir une Jeanne toute faite, la sienne. Et bien malheureusement, tous les ouvrages d'école, tous les ouvrages d'enseignants vont se baser sur Michelet,
Et voilà ce que va donner cette histoire de Michelet, une histoire de Jeanne, dite d'Arc, complètement déboussolée. Jeanne était vierge, dit Michelet. Oui, d'accord, mais où il se trompe, c'est que Jeanne n'a jamais fait vœu de chasteté. Et ça, c'est très important, il faut le noter. Par contre, elle a connu une aventure avec un garçon. Elle a connu une aventure avec un garçon, elle a fait une promesse de mariage, elle n'a jamais tenu sa promesse, il y a eu un procès, il y a des documents à Toul, ce garçon a fait un procès à sa fiancée, et Jeanne a gagné son procès. C'est peu connu, les pièces existent, le procès a existé. D'ailleurs, lors de son procès, lors du procès de Jeanne, on lui présentera ces fameux documents en mettant bien sûr en doute sa virginité. On ne parle jamais de ces documents non plus. Quand Jeanne arrivera à Chinon, eh bien, automatiquement, elle sera placée sous la protection de Yolande d'Anjou. Et en principe, ce serait Yolande d'Anjou qui aurait tout trafiqué. C'est elle qui a manipulé Jeanne depuis son arrivée à Chinon auprès du roi jusqu'à la fin de ses jours. C'est un personnage très important. Yolande d'Anjou, c'était, je le rappelle, la belle-mère du roi de France. Il y aura un procès à Poitiers, une grande réunion qui va se dérouler à Poitiers, et Jeanne sera placée devant ses juges parce que elle fait de l'extraordinaire, Jeanne. Donc, ou bien elle est considérée religieusement comme vierge, mais attention, quelqu'un qui fait de l'extraordinaire n'est pas vierge, mais alors elle est considérée comme sorcière. Alors là, on a le choix. Ou bien elle est vierge, ou bien elle est sorcière. Il n'y a pas de milieu. En 1831 toujours, eh bien, je le dis, Michelet va créer sa Jeanne d'Arc. Il ne vérifie pas ses sources, hein, il refuse surtout de compulser les chroniques dites chroniques interdites, interdites par l'Église, bien sûr, et il va nous inventer une Jeanne qui est la fille du peuple, la gardeuse de moutons. Jeanne dira d'ailleurs, et là on prendra pour la première fois, une des premières fois Michelet à tort, c'est que elle n'a jamais gardé des moutons, tout d'abord, et elle a avoué, durant son procès, qu'elle n'a jamais travaillé. Jamais travaillé. Michelet nous dit que Jeanne était lorraine. C'est faux. Jeanne n'a jamais été lorraine. Parce que si Jeanne avait été lorraine au début du XVe siècle, eh bien, elle ferait partie de la mouvance de l'Empire. Elle ne serait pas française. Donc il faut oublier à tout jamais hein, cette petite Lorraine. Elle était native du Barrois, hein, donc Jeanne est barroise. Pourquoi l'a-t-on fait Lorraine? Eh bien parce que politiquement ça arrangeait beaucoup de monde. Et on a surtout appuyé hein, les origines, les soi-disant origines lorraines de Jeanne au moment de la guerre de 1870. Il fallait donner hein, du moral aux Français face aux Prussiens, et c'est à ce moment-là, surtout, qu'on a parlé d'une Jeanne lorraine. Pensons à Napoléon aussi, qui s'est servi de Jeanne. Napoléon qui a obligé toutes les églises de France à placer une statue de Jeanne d'Arc. Ah, ça n'a rien à voir avec la Lorraine ici, mais cette Jeanne combattait l'anglais. Donc tous les Français, en allant à la messe le dimanche, eh bien automatiquement ils devaient haïr l'anglais. C'est la raison pour laquelle dans toutes les églises de France, il y a une statue représentant Jeanne la Pucelle. Alors tout ça c'est très bien. Il y a l'épisode de la naissance, il y a l'épisode de Michelet, mais il y a un épisode beaucoup plus dramatique. Parce que cette Jeanne, on s'en est servi lors de la guerre de 100 ans, d'accord, mais on va encore s'en servir. Hein, c'est un personnage que l'on tient dans son tiroir, et en 1894, on ouvre le grand tiroir et on sort le livre Jeanne.
Jeanne qui peut être utile en France, parce que Jeanne est un personnage qui peut éventuellement unir la droite et la gauche. Pourquoi pas? Alors, on déclare Jeanne vénérable. Ah, tout ça c'est très bien, un personnage vénérable dans la galerie de France. Ah, de plus, c'est magnifique. En 1909, eh bien, on va déclarer, c'est Pie X d'ailleurs, il va déclarer Jeanne, on va la béatifier. Hein? Et puis, il y a cette dernière étape qui, alors, celle-là, elle est très compliquée, c'est la canonisation. Canoniser un personnage est très compliqué. Tout d'abord, il faut être riche. Hein, il faut être très riche pour canoniser, ça coûte une fortune. Rien n'a changé, je le signale. Alors, la canonisation est une opération tout de même assez délicate pour l'Église. Surtout que aucun pape, depuis Martin V, hein, jusqu'à celui qui a béatifié, jusqu'à Pie X, bien, aucun pape n'a pensé canoniser Jeanne. C'est qu'il y a un problème, alors. Hein, on l'aurait déjà fait il y a longtemps. Alors non. Alors ici, on en parle, mais l'Église est prudente. L'Église se dit, oui, mais d'accord, canoniser, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier tout de même qu'elle a brûlé. Hein, on l'a condamnée au bûcher, et on l'a condamnée comme sorcière, c'est l'Église qui l'a condamnée. Et donc là, il y a un problème. On ne peut pas canoniser un personnage qui a été condamné par l'inquisition religieuse. Donc il faut être prudent. Alors pendant 30 ans, eh bien, le Vatican s'est gratté dans les cheveux. Et pendant 30 ans, on a mis une brigade sur pied. Une brigade religieuse, moitié laïque, moitié religieuse, pour faire des recherches. Dans le fond, c'était une commission chargée de la canonisation de Jeanne la Pucelle. Comment se déroulait cette opération, cette commission? Eh bien, il fallait absolument détruire tout ce qui allait à l'encontre des idées religieuses. Il fallait détruire. Et je vous assure que des pièces détruites et absentes au dossier, j'en ai rencontré en 10 ans énormément. Il fallait détruire les archives, des monuments, des plaques commémoratives, des livres, beaucoup de choses. Alors après 14-18, la France propose au pape Benoît XV, après 14-18, la canonisation de Jeanne. Le pape accepte, seulement il y a des frais de procédure, dit-il. 30 millions de francs or. Je dis bien 30 millions de francs or, après la guerre de 14-18. C'est énorme. Eh bien d'accord, la France est d'accord, on veut bien payer, et puis le pape il se dit, bon c'est d'accord, mais on va, comme ils sont très facilement d'accord, on va encore exiger autre chose. Vous savez qu'il y a eu une crise avec l'Église en 1905 en France, et le nom apostolique a été chassé de France, et le pape dit, oui, ben, si on fait une canonisation, il faut tout de même que notre nom apostolique revienne chez vous. Il n'y aura plus de séparation Église-État, on s'entendra bien de cette façon-là. Ah ben c'est très bien, la France est d'accord. Puis le Vatican se dit, bon, l'argent ça va, le nom apostolique ça va, seulement il y a un petit problème, une canonisation. À une canonisation, il faut absolument des miracles. Un saint, ça fait des miracles. Alors bon, ici, vous avouez que ça devient très délicat. Très délicat parce que on a fouillé au Vatican, eh bien, Jeanne n'a jamais fait des miracles. Hein, on l'a questionné durant son vivant, faites un miracle, mais non, elle a toujours dit non, je suis la servante du Seigneur, je ne fais pas de miracle. Donc il n'est pas question de trouver des miracles à Jeanne. Alors bon, du surnaturel, ben oui, il y en a eu. Il y a eu du surnaturel dans l'histoire de Jeanne, mais pas de miracle. Alors le Vatican s'est plongé dans des livres, comment se déroule une canonisation, eh bien il faut absolument 2 miracles. Alors bon, des miracles, on en a trouvé. Puisque, vous ne le savez pas, Jeanne est la protectrice des ulcéreuses. Mais attention, pas n'importe lesquelles, les ulcéreuses vierges. Ah, c'est peu connu. Seulement, ça, en 14-18, après la guerre, on savait ça. Alors pourquoi? Ben parce qu'il y a eu simplement un miracle. Il y a eu un miracle, 2 jeunes filles, vierges, ont guéri d'ulcères à la jambe, elles ont prié Jeanne d'Arc. Elles ont guéri. Eh bien, c'est très bien, elles sont rentrées toutes les 2 dans un couvent, à Paris,
Et voilà, les miracles, tout était clos, le dossier était terminé. On peut présenter un dossier au pape et recevoir le petit reçu des 30 millions. Voilà. Le Vatican est d'accord. Les deux miracles auront lieu. Il y aura un très grand coup médiatique. Le Vatican ne recule plus. On a même trouvé un miracle d'une tuberculeuse aussi. On ne sait jamais, il y en a 3. Bon, maintenant, on peut marcher. Alors on dira, un politicien dira, je ne vais pas prononcer son nom, un politicien dira, Jeanne, derrière qui toute la France, en campagne, elle s'est fait suivre par un minimum de soldats. Oui, Jeanne en campagne, un minimum de soldats, c'est peut-être vrai, mais ce qu'il faut dire, c'est que Jeanne, elle les payait elle-même, ces soldats. Elle a toujours payé les mercenaires qui l'accompagnaient au combat. Et ces mercenaires, j'aime autant vous dire que ce n'étaient pas des gens en armure, c'était des paysans avec des bâtons et des fourches. Voilà pour le côté Église. Voyons maintenant famille royale. Je vous l'ai dit, Charles VI, un homme qui est complètement fou, il a été nommé roi à 12 ans, il a épousé Isabeau de Bavière à 14 ans, et elle a eu 12 enfants, dont certainement une grande partie sont des enfants illégitimes. Voilà Isabeau de Bavière. En 1392, il y a d'ailleurs une anecdote qui est le fameux bal des Ardents, et je crois que c'est en principe le deuxième accès de folie de Charles VI. C'est un bal, je passerai sous les détails, où il y avait des déguisements, et le roi s'était déguisé en sauvage, et son déguisement a pris feu, une torche qu'il a approchée beaucoup de près, bon là, on l'a mis dans des couvertures, et puis il s'est caché en dessous des jupes de sa tente, enfin il a été sauvé, le roi, mais il y en a d'autres qui ont été brûlés, d'autres nobles qui ont été brûlés pratiquement entièrement, ils y ont laissé leur peau, et le roi était victime d'un nouvel accès de folie, un des plus importants d'ailleurs, et on a dit que c'était un coup monté par son épouse, Isabeau de Bavière, et par son beau-frère, son beau-frère qui est Louis d'Orléans. Alors, Louis d'Orléans arrache Isabeau du palais royal, puisque le roi, bon, il se conduit tout de même d'une façon assez bizarre, il organise un complot et il va la faire loger momentanément dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Barbette à Paris, et elle sera couvée par son beau-frère. Si bien que, en 1407, exactement le 10 septembre, eh bien, on va constater la naissance de jumeaux. Un garçon, une fille, ce sera Philippe, ce sera Jeanne. Philippe meurt, on va d'ailleurs l'enterrer en grand secret à la basilique Saint-Denis, dans la nécropole des rois. Jeanne, elle, sera tenue en secret. Louis d'Orléans, malheureusement, eh bien, il va tomber dans le piège des Bourguignons. À la sortie de l'hôtel Barbette, eh bien, il sera assassiné. Le coup fatal, ce sera un coup de masse qu'il va recevoir sur la tête. Alors, Isabeau, elle, veut préserver l'enfant et elle va confier cet enfant, cette petite Jeanne qui vient de naître, à une brave dame qui est à la cour, qui s'appelle également Jeanne, mais elle s'appelle Jeanne d'Arc. Elle est de la famille des Tard ou d'Arc de Don Rémy. Cette Jeanne deviendra, par la même occasion, la marraine de notre Jeanne la Pucelle, et il faut en tirer les conclusions suivantes, c'est que Jeanne la Pucelle est donc la fille d'Isabeau de Bavière, reine de France, et de Louis d'Orléans, frère du roi. Il y a une preuve, et j'ai beau la mettre en dessous du nez de nombreux historiens que je fréquente, et alors on doute. Il y a des documents qui parlent d'une Jeanne d'Orléans avant la prise de la ville, puisqu'elle a porté ce nom aussi, elle a porté le nom de Jeanne d'Orléans. Eh bien, certains documents attestent qu'elle s'appelait Jeanne d'Orléans. C'est son nom de famille. On l'appellera donc la Pucelle d'Orléans. Nous sommes en hiver 1407, il y a un voyage à faire. Et on va l'amener dans la famille à Don Rémy, elle doit être protégée, et tout se passera la nuit de l'Épiphanie.
Les gens de Don Rémy savaient ça. On en a parlé depuis bien longtemps. C'est un cortège au flambeau qui a traversé la ville. Imaginez-vous que c'était tout de même un voyage à risque, hein, en plein hiver. Venir là avec une petite, hein, dans des endroits assez très mal fréquentés, et traverser une grande partie de la France. Elle sera baptisée. Elle sera baptisée dans cette petite église de Don Rémy, que vous connaissez probablement tous, mais qui est complètement fausse. Elle a été reconstruite il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs. Il y a un bon siècle, l'ancienne église n'existe absolument plus. On a pris quelques fausses reliques et on en a fait une nouvelle. Seulement pour les touristes, bien sûr, c'est l'église de Jeanne d'Arc. Curieusement, le Vatican a choisi le jour de l'Épiphanie comme la date de naissance de Jeanne. C'est assez curieux. 6 janvier. C'est dans les archives du Vatican et dans les documents qui traitent de Sainte Jeanne d'Arc. Il y a une preuve, bien sûr, c'est qu'elle s'appelait Jeanne d'Orléans. Jeanne n'a jamais été anoblie. Pourquoi ne pas lui donner un titre de noblesse? Elle a eu une vie fulgurante, elle a servi la France. Eh bien non, elle n'a jamais reçu de titre. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'elle avait un titre. Elle était fille de maison de roi. Voilà pourquoi. Elle était donc la nièce de Yolande d'Anjou. Elle était la sœur de Charles VII, nous dirons la demi-sœur du roi de France, Charles VII. Elle était la demi-sœur de la reine d'Angleterre, la demi-sœur de Charles d'Orléans, cousine de Philippe le Bon. On peut aller très loin comme ça. Donc nous avons tout de même affaire à un autre personnage. Nous sommes loin de la petite gardeuse mouton, vous l'avouerez. Alors il y a un problème ici. C'est le problème des voix. Vous savez, Jeanne d'Arc a eu des voix, c'est bien connu. Je ne suis absolument pas d'accord avec les données de l'Église, bien sûr, vous devez vous y attendre. Et j'ai trouvé personnellement une version dont on n'a jamais parlé nulle part, absolument pas, même monsieur Pierre de Sermoise, avec qui j'ai eu de très longs contacts il y a quelques années, il a été tout de même assez étonné, et il n'a pas dit non. Pourtant c'est le grand spécialiste de Jeanne d'Arc, étant donné qu'il est descendant de la famille de Jeanne d'Arc, mais par la famille des Armoises. Alors, Jeanne a 18 ans, et il y a une nommée Colette de Corbie. C'est une sainte, encore une, Sainte Colette de Corbie, qui de temps en temps rencontre Jeanne, et en quelque sorte, elle s'occuperait de l'éducation religieuse, mais plutôt mystique, de Jeanne. Jeanne Colette de Corbie deviendra d'ailleurs abbesse plus tard, et elle sera nommée par le pape Benoît XIII. Yolande d'Anjou est à la tête, donc la belle-sœur du roi, est à la tête d'une congrégation du tiers-ordre de Saint-François. Isabelle de Vouton, donc sa mère adoptive, Isabelle de Vouton, fait partie également de ce tiers-ordre de Saint-François. Les franciscains ont énormément d'importance dans l'histoire de Jeanne, je vous l'ai dit. Alors, Jeanne et les voix, eh bien, elle se rend presque tous les jours à un endroit tenu secret. Et cet endroit existe à l'heure actuelle, ça s'appelle la chapelle de Bermond. La chapelle de Bermond, c'est à 3 km de Don Rémy. Et j'ai été en contact avec un curé qui était très sympathique, qui était le curé de Greux. Et Greux était le village où Jeanne allait se confesser. Hein, j'ai retrouvé ça. Elle n'allait pas à Don Rémy se faire confesser. Pourquoi? Je n'en sais absolument rien. Elle allait à Greux. Mais c'est une signification. Parce qu'en face de l'église de Greux, il y a un chemin à peine carrossable qui mène dans une colline. Et au-dessus de cette colline, il y a un endroit très sympathique. Et il y a là une chapelle qui existait à l'époque de Jeanne, qui a été reconstruite. Il n'y a personne dans cet endroit. Personne. Hein, sauf peut-être des campeurs qui passent, hein, ou des gens qui pique-niquent, et encore. Eh bien, cet endroit existe toujours, et je prétends que c'est à cet endroit-là que Jeanne avait ces hallucinations, qu'elle entendait des voix. Donc, chapelle de Bermond, et non pas
à la basilique, à Don Rémy, cette grande basilique qu'on a élevée, qui est aussi horrible qu'elle est grande d'ailleurs, à l'endroit présumé où Jeanne avait ses voix. Ça s'appelait le bois Chenu. Il y a un témoin de l'endroit, bien sûr, parce qu'il faut tout de même avoir des témoins. C'est Jean Morel, au procès de réhabilitation de Jeanne. Eh bien, il donnera tous les détails où Jeanne a été en rapport avec le ciel. Et puis, elle descendait rendre visite au curé du petit village de Greux. Alors, ces voix. À 18 ans, eh bien, Jeanne s'est affiliée à cet ordre, ce tiers-ordre de Saint-François. Ce tiers-ordre de Saint-François, eh bien, Saint-Louis en faisait partie, bien sûr. Tiers-ordre de Saint-François, qui existe, qui vit en France, parfois pourchassé, parfois certains hérétiques en font partie. Seulement, ce tiers-ordre a une très grande importance parce que ce sont des royalistes. Ce sont des royalistes, ils ont chaque fois eu un roi de France comme patron et une reine également, c'était Élisabeth de Hongrie à une certaine époque, et ils sont écœurés. Ce tiers-ordre est écœuré dans la situation dans laquelle on a mis la France, une reine Isabeau de Bavière qui est la perdition du royaume, un roi Charles VII qui n'a plus rien à dire, ce traité de Troyes qui est vraiment une trahison, et l'ordre de Saint-François veut venger la couronne, veut venger tout ce qui se passe. Et pourquoi ce bois chenu? Eh bien, imaginons que c'est tout de même un petit peu comme Saint-Louis qui rendait la justice en dessous d'un chêne. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle ces franciscains ont choisi cet endroit pour intervenir. Quels sont les membres influençants dans cet ordre de Saint-François? Eh bien, il y en a plusieurs, dont un ordre qui est pourchassé, qui est celui des spirituels. Un ordre qui a toujours été pourchassé par les papes, par l'Église, parce qu'ils avaient la sale habitude de revenir aux origines. Et on n'aimait pas ça. Ces spirituels veulent absolument rétablir une royauté solide. On sait, eux, savent qui est Jeanne. Jeanne est fille de France. Jeanne est une fille d'Orléans. Eh bien, comme le royaume a été perdu par une femme, eh bien, il faut qu'une femme sauve le royaume de France. Et c'est un petit peu là que va commencer l'histoire, l'épopée de Jeanne. Vous savez que les spirituels sont des hérétiques sous Boniface VIII, le pape avant Clément V, avant celui qui a pourchassé les Templiers, eh bien sous Boniface VIII, ils ont été déclarés hérétiques. Et c'était des bons croyants, c'était des franciscains, des gens qui vivaient la pauvreté des apôtres, mais qui croyaient en leur idéal, croyaient également au roi, mais un vrai. Alors c'est Colette de Corbie, dont nous parlons tout à l'heure, Colette de Corbie qui va enseigner à Jeanne sa mission. Elle va lui faire des révélations, et des révélations sur sa naissance en quelque sorte, et c'est elle qui va amener la petite Jeanne à ses 18 ans à la chapelle de Bermond où seront réunis ces spirituels. Et dans le fond, ce royaume perdu, ces spirituels veulent absolument que ce soit Jeanne qui aille récupérer ce trésor. Alors il y a là une statue de Sainte Catherine, c'est curieux parce que Jeanne parlera souvent d'une Sainte Catherine qui lui envoyait des signes du ciel. Il y a également un Saint Michel. Ce Saint Michel, c'est l'apparition. Il n'y avait jamais eu d'apparition à part Saint Michel. C'est Saint Michel, maintenant c'est la Vierge, mais c'était à cette époque Saint Michel. Et imaginez-vous ce spirituel qui devait probablement avoir emprunté un déguisement. Il aurait pris à la lettre le personnage de Saint Michel. Imaginez-vous cette cuirasse qui à l'heure de midi doit éblouir les jeunes filles. C'est assez extraordinaire lorsqu'on pense à cela. Il faut savoir aussi que chez les franciscains, ce n'est pas frère, ce n'était pas père, c'était saint. Un saint se plaçait devant leur prénom. Donc si c'était le patron de la congrégation qui avait décidé de parler à Jeanne, si c'était un Michel, eh bien c'était Saint Michel. Voilà ma version. Et je crois que
tous les ingrédients peuvent se réunir ici pour partir avec les franciscains à la recherche de cette vraie Jeanne. Nous sommes au mois de mai 1428. Jeanne se rend à Vaucouleurs. Elle va trouver le seigneur Baudricourt. Le seigneur de Baudricourt les accueille, elle se présente avec son parrain, un brave homme, un vieil homme qui croit en sa mission, et elle explique à de Baudricourt sa mission, elle explique que ses voix, elle a entendu des gens qui lui parlaient de la France qu'il faut sauver, elle veut se rendre auprès du roi à Chinon. Alors de Baudricourt, il lui dit à son parrain, écoutez, planquez-lui 2 bonnes gifles et qu'on n'entende plus parler d'elle. Hein. Ça n'arrange pas les affaires de Jeanne, elle est tout de même un petit peu déçue. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, je pense, qu'elle va se fiancer à un bon gros garçon et qu'elle aura certains problèmes. Peu connu, Jeanne reviendra à Domrémy et elle deviendra servante d'auberge. Hein, on en parle rarement, Jeanne servante d'auberge. Et on le sait parce que ses parents ont eu de très gros problèmes durant la guerre de 100 ans. Dans leur logis, ils ont été expulsés et elle a dû gagner sa vie pour venir en aide à toute la famille. Si bien qu'étant servante d'auberge, ses parents, sa famille, ils ont tous pu habiter la même auberge gratuitement, à condition que Jeanne travaille. C'est également un détail. Alors lorsque on fera une enquête à Domrémy, eh bien, on dira, ben, Jeanne est une brave fille, elle est sérieuse, elle est pieuse, elle est issue d'une bonne famille, on n'a jamais eu de problème avec elle. Alors Baudricourt, finalement, il est d'accord. Il est d'accord, il va confier Jeanne, on va lui apprendre ce que c'est que la chevalerie, à tenir une épée, à monter à cheval, et bien vite, elle sera invitée à la cour de Nancy, en Lorraine. Pourquoi? Eh bien parce que le responsable veut faire connaissance avec Jeanne, c'est tout de même un personnage hors du commun, et elle participera à un grand tournoi à Nancy. C'est rare, vous savez que pour participer à un tournoi, le tournoi est uniquement réservé aux membres de la noblesse. Alors j'imagine difficilement une gardeuse de moutons participer à un tournoi et devoir déposer des titres de noblesse sur la table. Nous sommes fin février 1429 et enfin on peut se mettre en route pour Chinon. Elle est accompagnée de 4 hommes d'armes, 6 serviteurs et puis quelques archers probablement. Et puis il y aura l'épisode de Sainte-Catherine de Fierbois. On dit que derrière l'hôtel de Sainte-Catherine de Fierbois, c'est une église qui a également été reconstruite, j'ai été voir tout ça, il n'y a plus de pierre tombale, mais il existait une pierre tombale d'un noble qui s'appelait Clinier de Brébant, une très vieille famille, et Clinier de Brébant était un fidèle compagnon de Louis d'Orléans, le père de Jeanne. Et à son décès, Louis d'Orléans aurait reçu son épée. Donc Clinier de Brébant possédait l'épée de Louis d'Orléans, qui en principe serait celle du Guesclin. Ça c'est plus compliqué à prouver. N'empêche, Jeanne a entendu parler de cette histoire d'épée, elle est en route vers Chinon, elle rentre à Fierbois dans l'église, elle s'approche de la pierre tombale, elle en retire l'épée. L'église a été complètement reconstruite. Malgré tout, il y a une petite loggia là sur le côté, dans la nef, où il est indiqué ici Jeanne d'Arc tira l'épée de son... Bon, voilà. C'est complètement ridicule, encore une fois, ce sont de faux souvenirs, de fausses reliques. Alors, après tous ces péripéties, bien sûr, c'est l'arrivée à Chinon. L'arrivée à Chinon, ils attendaient tous cette grande arrivée. Jeanne s'approchera du roi, bien sûr. Non, c'est pas vrai. Elle va rester de nombreux jours dans un hôtel noble, pas dans une auberge. Elle va changer d'hôtel, et puis on la fera encore un petit peu attendre, et finalement elle sera invitée. Mais pas comme on pense, invitée cadeau, invitée royale, invitée parce qu'on attend. On sait qu'elle a une mission, absolument pas. Elle sera invitée d'abord, tout le monde sera très curieux de voir qui est ce personnage excentrique qui veut absolument se présenter au roi et sauver la France. Il y a un épisode qui est peut-être légendaire où le roi, comme vous le voyez ici, s'est caché dans la foule et elle ira le reconnaître. Je pense qu'il s'agit d'une légende. Curieusement, et ça c'est vrai, elle va s'adresser au roi en français, mais pas en patois.
Et là, le roi sera étonné. Il sera étonné parce qu'on lui avait annoncé une petite paysanne, hein, et finalement, il a affaire tout de même à un personnage, une femme qui l'interpelle en bon français. Alors il y aura un moment assez exceptionnel, peut-être le plus exceptionnel de toute cette histoire, c'est que Jeanne s'approchera du roi dans une pièce voisine, en principe elle le prendra par le bras, et c'est devant une cheminée qui serait celle-là, devant une cheminée, qu'elle va confier au roi qu'il n'est pas bâtard. Le roi attendait ce mot, il aura les larmes aux yeux, et il est certain d'une chose, c'est que une fille qui vient lui annoncer, lui apporter cette bonne nouvelle, une jeune fille qui est loin du Seigneur, eh bien, il est sauvé. N'étant pas bâtard, il a le droit de réclamer son titre de roi, d'abord, et de se faire sacré. Notez que Charles VII avait déjà été couronné, mais beaucoup d'historiens ne sont pas d'accord avec cette version. Alors bien sûr, c'est l'émotion. Jeanne sera gâtée, on va lui acheter des chevaux, elle aura des robes, des vingtaines de robes, des garde-robes, elle aura des domestiques. Attention, vous savez que nous avons toujours affaire à une petite fille de laboureur. Hein. Alors à la cour, bien sûr, on jase. C'est un petit peu normal, c'est la dernière arrivée. Et on se dit, oui, mais il y a tout de même quelque chose qui ne tourne pas rond. Elle s'habille en homme, vous savez que c'était très mal vu. Et on se dit, mais si elle était sorcière, elle est en train d'ensorceler le roi. Elle essaye de faire savoir au roi qu'il n'est pas bâtard, mais ça va transformer toute l'ambiance de la cour, cette histoire-là. Parce qu'avec le roi, on peut faire ce qu'on veut, bien sûr. Alors a-t-elle ensorcelé le roi? C'est une question. Elle va loger au château longtemps, et puis il y aura une intrigue, je ne sais pas exactement laquelle, et elle va passer un stage d'ailleurs, ça fait très bien, avec les jeunes filles de bonne famille, elle passera un stage dans un couvent, à Saumur. Alors bien sûr, on se pose la question une nouvelle fois, est-elle sorcière? Eh bien, elle devra passer un examen. On va l'amener à Poitiers. Pourquoi Poitiers? Eh bien, parce que c'est un porte-bonheur. Charles VII a été couronné à Poitiers. Jeanne d'Arc a confiance au roi, parce qu'il doit être sacré pour qu'il soit son roi. Alors on choisit Poitiers, où Charles VII a été couronné en 1422. Et il y aura une commission qui va se former, des grands personnages tels que Regnault de Chartres, qui est évêque de Reims, et il y aura des examens secrets. On va lui poser des tas de questions, et on enverra des franciscains, de nouveau, enquêter sur Jeanne à Domrémy. Et il y aura une enquête d'ailleurs qui sera menée par un nommé Gerson, personnage très important au concile de Constance. Et cette commission sait bien sûr au départ que Jeanne est la demi-sœur du roi. Ils le savent. Alors bien sûr, il faut un certificat. Pour que Jeanne puisse remplir sa mission, il faut un certificat de virginité. Il y aura une examinatrice, pardon, et l'examinatrice, ce sera Yolande d'Anjou. Jamais les docteurs ont vérifié. Docteur de l'Église, bien sûr. Alors elle a réussi son examen, elle a été déclarée vierge et non pas sorcière, heureusement. Et puis, en route vers Chinon, on va lui acheter une très belle armure, et là elle va faire la connaissance d'un autre personnage très curieux qui est Gilles de Rais, dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Gilles de Rais, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, serait en principe maître de l'ordre du Temple renaissant. C'est une grande recherche qu'il faudrait faire. Orléans. Vous savez, Orléans, c'est un grand nom. Vous connaissez l'histoire d'Orléans. Eh bien, il ne faut pas croire que Charles VII voulait se battre à Orléans. C'est pas vrai. Charles VII n'est pas un roi de combat, c'est un roi de traité. Alors il a envoyé Jeanne là, bon, il ne croit pas en la mission de Jeanne, hein, le roi. Il ne croit pas. C'est une femme qui tient une épée, qui sait parcourir ses chevauchés, mais c'est tout, ça se limite à ça. Il ne croit pas en sa mission, seulement il veut bien l'envoyer. Il veut l'envoyer à Orléans, mais un petit peu pour remonter le moral des troupes. C'est à ça qu'elle va servir, mais il interdit absolument, absolument à Jeanne de prendre les armes. Absolument.
Alors que va faire Jeanne? Elle n'a pas de soldats. Ils ont une interdiction de se battre. Alors que va-t-elle faire? Eh bien c'est très simple. Elle va engager une poignée de manants, bâtons, pelles, pioches. Elle va les payer de ses deniers. Attention, elle est riche. Elle va les payer de ses deniers. Et ils vont tous se placer devant l'entrée d'Orléans. Et ce qu'elle va faire, eh bien c'est très simple. Elle va insulter le gouverneur qui se place dans le haut de la porte. Elle va l'insulter de salaud, paraît-il, ou un mot un petit peu dans ce genre-là. Alors bon, le gouverneur est assez surpris, seulement que ce soit une femme qui vienne assiéger les Anglais, mais c'est assez curieux, les Anglais, ils ont peur. Et le mot sorcière fait un effet assez bizarre chez les Anglais. Ils vont reculer, ils vont avoir peur de cette femme. Si bien que Jeanne va profiter de l'entrée de vivres, c'est un chariot avec des vivres qui est annoncé, et alors avec stupéfaction, il y aura une petite algarade, on va se battre avec des pelles et quelques bâtons, et les Anglais vont abandonner Orléans. Bien sûr, les soldats vont, les officiers qui sont là, ils vont être étonnés. Ils n'ont pratiquement pas dû broncher, ce qui ne veut pas dire que Jeanne n'a pas été blessée. Elle a été blessée en dessous de l'épaule. Et c'est la victoire. C'est la victoire que l'on doit en quelque sorte à la peur. Et les portes s'ouvrent, ce sera la grande victoire que vous connaissez, l'entrée triomphale de Jeanne à Orléans. Cette histoire est mal enseignée dans nos livres. On croit que Charles VII était heureux de cette victoire, mais ce n'est pas vrai. Il est fou de rage. Il est fou de rage parce que, tout d'abord, les Anglais vont se venger. Ils ont lâché Orléans, mais ils vont revenir. Ça d'abord, ils vont taper plus fort. Autre chose aussi, c'est que Charles VII, lui, il n'ose pas entrer à Orléans, parce qu'il sait que lui va se faire huer, et Jeanne va se faire acclamer. C'est pour ça que Charles VII ne sera pas à Orléans. Une autre énigme aussi, et ça personne ne peut répondre, c'est que lorsque les armées françaises sont entrées dans la ville, à la Libération, il y a eu un grand cortège que vous voyez là, production du XIXe siècle, eh bien, c'est un corps d'armée écossais qui s'est placé devant les armées françaises pour pénétrer dans cette ville. On en ignore la raison. Personne ne peut répondre. Alors bien maintenant, il n'y a qu'un pas à faire. Hein? Eh bien, le pas, c'est le sacre. Orléans est délivré, en route pour le sacre du roi. Voilà comment on représente le sacre dans nos livres d'histoire. C'est magnifique, c'est très beau. Seulement, il y a un problème. C'est que cette séance, cette cérémonie ne s'est pas du tout passée comme ça. Jeanne n'était absolument pas à côté du roi. Le roi lui avait interdit formellement d'être présente autour de lui. Et Jeanne était cachée, sans drapeau, mais en armure probablement, on ne sait pas, sur le côté de l'autel. Sur le côté de l'autel, on ne la voyait pas. Le roi lui avait interdit formellement de se montrer. Encore une fois, nous sommes très loin de la Jeanne qu'on veut bien nous vendre. Et puis, le malheur arrive. Le malheur arrive parce que c'est l'assaut de Paris, nous sommes à Compiègne, Jeanne va être désarçonnée, elle va être prisonnière, tout ira bien vite comme ça, ce sera son procès, un interminable procès, et à l'issue de ce procès, tout sera mené d'ailleurs par l'évêque Cochon, qui n'est pas un méchant bonhomme. J'ai appris à le prendre en considération ces dernières années. On en a fait beaucoup de choses, on lui a attribué beaucoup de choses à Cochon, mais pas du tout. Je crois que c'est un personnage pour lequel on peut avoir tout de même un peu d'estime. Alors ce procès se terminera, elle sera condamnée à passer sur le bûcher. Et puis sur ce bûcher, avant d'être condamnée, il y aura tout de même une autre enquête, une nouvelle enquête qui va se dérouler. Des curés vont à nouveau se rendre à Domrémy, dans les environs.
celui qui menait d'ailleurs la nouvelle commission, c'est un nommé Turlure, on n'oublie pas ce nom-là. Et Turlure et ses curés, eh bien, ils ont été faire une enquête phénoménale, ils sont revenus avec les renseignements tout à fait différents que ceux qu'on nous avait apportés à Poitiers, là tout à l'heure. Il paraît que c'était une fille à soldat, Jeanne. Elle a fréquenté un garçon qui l'avait laissé tomber parce qu'elle était enceinte. Elle était servante dans un bordel, c'était la petite auberge en question. Vous voyez que tout change. Alors ici, ce sera la seconde partie de l'histoire. Jeanne Elcris, elle va être condamnée, elle le sait, elle va passer sur le bûcher. Et elle veut s'en référer au pape. Le pape, c'est Martin V, c'est un type qui est ivre du matin au soir, un homme faible, quoiqu'un colonna, il n'est même pas prêtre. Alors, vous imaginez un homme pareil qui va conseiller Jeanne, ou au moins la consoler, eh bien pas du tout. Tout va se dérouler autrement. C'est que le bûcher aura lieu, bien sûr. Cochon sera payé. Il sera largement payé. Mais grâce à l'intervention de Yolande d'Anjou, grâce à l'intervention de l'évêque de Beauvais, qui est Cochon, grâce à l'intervention d'un futur pape, Amédée VIII, de Savoie, futur Félix V, antipape plutôt, eh bien, on va lâcher Jeanne, en quelque sorte, le mot est faible, dans la nature. C'est une sorcière, bien sûr, qui sera brûlée à sa place, sous le bûcher que vous connaissez à Rouen. Et c'est par un souterrain qui mène à la tour des Champs, un souterrain qui existe toujours et qui a été également employé par la Gestapo pendant la dernière guerre. La tour s'appelle depuis Tour Jeanne d'Arc, c'est curieux. Et par ce souterrain, Jeanne pourra fuir entre une compagnie de soldats et elle pourra se rendre en ligne droite dans un château que vous connaissez probablement pas, qui est le château de Montrottier en Savoie. Et au château de Montrottier règne Amédée VIII, Amédée VIII futur pape, Félix V, et là, elle sera prisonnière. Cochon va toucher une belle somme d'argent et il va se taire. Il restera muet. Jeanne se trouvera dans un donjon, et dans un donjon où il y a une petite cellule. Et si vous visitez un jour Montrottier, près d'Annecy, vous verrez cette cellule, c'est la cellule de la Pucelle. Demandez pas pourquoi, on ne pourra pas vous répondre. Voilà Amédée VIII. Amédée VIII qui est un grand copain à Yolande d'Anjou. Il marche en quelque sorte la main dans la main. Et je me demande si ce n'est pas Yolande d'Anjou qui l'aurait poussé en avant pour qu'il devienne pape sous le nom de Félix V, d'ailleurs, le dernier antipape. Je crois qu'il a été élu au concile de Bâle, je crois. Alors voilà, Jeanne a l'autorisation de quitter l'endroit. Elle quitte le château de Montrottier, toujours avec une petite troupe de soldats, et elle se dirige vers la frontière. Elle se dirige vers le duché de Bar. Le duché de Bar, c'est sa patrie. Alors elle prend la route de Bar, du duché de Bar, et elle arrive dans un endroit qui s'appelle la Grange aux Ormes. Cette deuxième partie, c'est mon travail. Grâce à des références que je vous citerai tout à l'heure, bien sûr, je me suis mis à chercher la suite de l'existence de Jeanne. J'avais trouvé des documents très intéressants, et le premier endroit où Jeanne arrive avec une escorte, c'est un endroit qui s'appelle la Grange aux Ormes. Cet endroit ne se trouve pas sous les cartes, cet endroit se trouve autour de Metz, et comme vous le voyez, c'est très sympathique. J'ai trouvé l'endroit un petit peu par hasard, à l'arrêt d'un autobus. L'arrêt de l'autobus m'a mené dans une rue, qui s'appelle rue de la Grange aux Ormes, et finalement, je suis tombé devant un petit manoir. Très sympathique, c'est un manoir du XVIIe. J'ai fait connaissance avec la châtelaine, qui est décédée maintenant bien malheureusement, et immédiatement elle m'a invité dans les caves de son manoir. Ces caves sont très anciennes, et c'est elle qui m'a expliqué l'histoire de Jeanne à la Grange aux Ormes, histoire que je connaissais bien sûr, seulement je voulais l'entendre de sa bouche. Voilà le premier arrêt de Jeanne en fuite depuis le château de Montrottier.
Bien sûr, elle va donner à cet endroit un rendez-vous, il y aura des estafettes qui vont fonctionner, et arrivera d'abord Philippe de Vigneulles. Philippe de Vigneulles, qui parle énormément de la chevauchée de Jeanne, après l'épisode du bûcher. Sa famille également viendra la retrouver à cet endroit. Ses frères vont passer. Alors ici, j'ai un trou dans mes recherches, c'est que le lendemain, on prétend qu'elle a quitté la Grange aux Ormes pour un endroit qui s'appelle Baquillon. J'ai cherché 10 ans, trouvé Baquillon, et finalement, j'ai trouvé un Valquelou, qui serait peut-être vos couleurs. Mais je ne peux pas, malheureusement, je ne peux pas l'affirmer. Alors, nous changeons de pays, nous changeons de région, et nous sommes à Arlon. Parce que la suite de Jeanne va se dérouler à Arlon, c'est déjà plus près de chez nous. Et nous sommes à un endroit précis qui s'appelle là la colline Saint-Donat. La colline Saint-Donat, où il y avait un ancien cloître de franciscains. Oui, l'histoire continue. Ce cloître de franciscains existe toujours. Voilà cette petite église, qui est l'église Saint-Donat. Et voilà l'entrée de l'église. Jeanne se trouve à Arlon, et elle a été invitée par Élisabeth de Luxembourg pour demeurer à Arlon, dans son palais. Élisabeth de Luxembourg fait partie d'une famille très puissante, les Görlitz, et elle passera là 5 mois, à Arlon, accompagnée de sa famille, c'est-à-dire ses frères. De là, Jeanne ira à Cologne. Elle sera invitée à Cologne, elle recevra d'ailleurs beaucoup de cadeaux. Seulement, ce qu'on ne sait pas, il y a un épisode là qui est très brumeux, c'est qu'elle a fait partie d'une lutte politique où on voulait élire l'évêque de Mayence. Il y a eu certains problèmes, elle a même frisé. Elle a failli passer à côté du bûcher. Enfin, soit. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle a été excommuniée à cet endroit. L'évêque de Mayence a excommunié Jeanne pour s'être mêlée de la politique de l'Église. On ne sait pas ça. Alors il y aura un retour à Arlon, et c'est à Arlon qu'elle va choisir un époux. Elle va choisir un époux qui s'appelle Robert des Armoises, une très vieille famille de Flandre, des Flamands, et elle se mariera dans cette petite église du couvent des franciscains, la petite chapelle que vous voyez près de nous, là-bas, sur votre droite. Eh bien, c'est une reconstitution, puisque le château qui se trouvait là a été détruit plusieurs fois par les Espagnols, entre autres, et par les Français, bien sûr. Et ce qu'on sait, c'est que lors de son mariage, on a vu atterrir dans le couvent des franciscains des tas de cadeaux. Et d'où venaient ces cadeaux? Eh bien, tous ces cadeaux venaient d'Orléans. C'est curieux. Ici, nous sommes à Metz, parce que l'époux Robert des Armoises est un homme très riche. Il a de nombreuses propriétés, mais en Lorraine. Une anecdote vraie, bien sûr. On a retrouvé l'acte de mariage de Jeanne. Il existait, il n'y a pas tellement longtemps. En 1907, on l'a retrouvé. C'est pas vieux, il n'y a pas un siècle. Et un passionné de l'histoire de Jeanne, c'est Anatole France. Et lorsqu'on a présenté l'acte de mariage authentifié Anatole France, eh bien cet homme s'est levé, paraît-il. Il en a laissé tomber ses lunettes sur son bureau. En 1918, le curé tenait en secret ce acte de mariage. C'était un rouleau qui se trouvait derrière son hôtel dans la petite église de Fresnes-en-Ouèvre. Et le document a été détruit, paraît-il, durant la guerre. Je dis paraît-il. C'est un document qui était tout de même assez gênant. Alors, voilà l'église Sainte-Ségolène à Metz, et devant cette église se trouvait le palais de Robert des Armoises. De ce palais, il reste peu de choses, bien malheureusement.
Seulement, chose assez curieuse, vous allez me dire, c'est que la petite place qui se trouve devant cette église s'appelle la place Jeanne d'Arc. C'est peut-être un hasard. Elle s'appelle la place Jeanne d'Arc, et l'endroit que vous avez devant vous, à la fontaine, c'est l'endroit précis où se trouvait ce grand palais des Armoises. Place Jeanne d'Arc donc. Palais de Robert des Armoises, face à l'église de Sainte-Ségolène. C'est pas étonnant que sur la même place, il y a le café Jeanne d'Arc. Hein, vous me suivez toujours, hein, c'est pas compliqué. Remarquez l'allure de ce café qui, en principe, a été construit avec des pierres de récupération de ce château. Remarquez encore une chose, l'enseigne, parce que c'est la première fois que vous allez le voir, bien sûr, c'est le blason que Charles VII a accordé à Jeanne la Pucelle. Vous avez son blason, et vous l'avez bien sûr représenté sur son destrier à l'entrée de ce petit établissement. Alors, ça fait déjà bien longtemps que je le fréquente, cet établissement. Remarquez, il y a encore une voûte de l'ancien palais, elle existe toujours, et dans la cave, il y a encore une très haute, très grande cave. Il y a encore, pour ceux qui m'ont accompagné à cet endroit, ils ont vu ça, il y a encore de nombreux vestiges de ce château. Alors il faut continuer notre enquête, bien sûr, et notre enquête va nous mener à Marieulles. Marieulles est un petit village qui se trouve à une bonne vingtaine de kilomètres de Metz, au sud, vers la Meurthe-et-Moselle, et il y a là également un palais, château, pas très grand, nous dirons résidence d'été, qui appartenait à Robert des Armoises. Et voilà ce qu'il en reste. La tour de l'église qui a été complètement cimentée, c'était l'ancien donjon de ce château des seigneurs de Marieulles. Alors quand on arrive à Marieulles, eh bien, on pénètre bien sûr dans l'église, qui est une église, il n'y a rien de très spécial, il y a une statue de Jeanne d'Arc bien sûr, comme dans toutes les églises de France, c'est ce qu'on appelle une église grange. Il n'y a aucune décoration et c'est un plafond en bois. Seulement, ce qui est intéressant, c'est qu'en sortant de l'église, vous apercevez dans une très vieille maison qui a également été recimentée, et bien vous apercevez deux médaillons. Vous voyez ces deux médaillons, vous allez les revoir au zoom, voilà. Deux médaillons, eh bien, c'est un souvenir. C'est un souvenir du passage de Jeanne à Marieulles. Parce que Jeanne et son mari, Jeanne est venue là aux fêtes de Pentecôte la première fois. Jeanne a passé de longs moments à ce château de Marieulles. Et vous l'avez là représenté. Sur votre gauche, c'est Jeanne. Sur votre droite, c'est Robert des Armoises. Autray-sur-Madon. Il devait en principe y avoir un château à Autray-sur-Madon, qui se trouve à l'ouest de Nancy. Autray-sur-Madon, un château qui appartenait à la famille des Armoises. J'ai fait certaines recherches au cadastre, il ne reste plus rien de ce château, sinon que, et je me suis donné la peine de faire la photo, c'est à cet endroit précis qu'il devait se trouver. C'est également une propriété qui avait été léguée par Robert des Armoises à son neveu. Alors Puligny. Puligny, c'est une petite église. Une petite église qui a été conçue par Jeanne. Elle a donné énormément d'argent pour des petites constructions religieuses. Et ici, dans cette église, l'église de Puligny, elle a prié son neveu, par alliance, de la faire construire. C'est une très belle petite église, et elle a souhaité d'ailleurs, à sa mort, s'y faire inhumer. Alors regardez, voilà, ce sont des portes d'un ancien meuble du XVe siècle. Cette porte est conservée au musée d'histoire de Metz. Au musée de Metz, on conserve cette richesse, mais on ne peut pas l'exposer. Il y a une interdiction. Ça se trouve dans les réserves.
Alors j'ai appris à connaître très bien la directrice, la conservatrice, et la conservatrice, chaque fois que je peux passer avec un groupe, eh bien, elle va chercher la porte dans les réserves et on me la présente. En principe, elle ne peut pas le faire, mais vous savez que en échange d'un ballotin de Léonidas, on peut se permettre beaucoup de choses. Alors remarquez bien ces médaillons, et on peut revoir une nouvelle fois ceux qu'on a vus tout à l'heure à Marieul. Ce sont exactement les mêmes médaillons, qui représentent donc Jeanne, la Pucelle, et Robert des Armoises. Voilà le château, la résidence principale. Il y avait Ségolène, qui était le château des Armoises, par tradition, Marieul, qui était la résidence d'été, et ici nous sommes à Jaulny, en Meurthe-et-Moselle, un petit peu plus loin, à l'ouest de Nancy. Jaulny, c'était la grosse résidence des Armoises, c'était leur palais, leur château. Le château a été reconstitué, les caves existent toujours, les caves sont très anciennes. Et voici la salle à manger du château. Alors regardez bien, c'est un jeu de piste. Vous avez à nouveau la représentation de ces deux médaillons. Le meuble de Metz, les médaillons de Marieul et maintenant la cheminée du château de Jaulny. Ici, vous les avez beaucoup mieux. Il paraît que celui qui a réalisé le portrait de Jeanne, il aurait donné les mêmes traits que ceux qu'avait son père Louis d'Orléans. C'est très difficile à vérifier, mais dans les chroniques, on en parle. Oui, on ne peut même pas dire que c'est une ressemblance, c'est exactement le même tracé. Alors au château de Jaulny, bien sûr, l'on retrouve les blasons. On retrouve le blason des Armoises, un gironné de gueule. Non, c'est un gironné d'or et d'azur, et un blason de gueule. Et le blason de Jeanne, bien sûr, de Jeanne la Pucelle, que vous avez vu tout à l'heure. Il est là, ils sont tous les deux, ils sont unis. Petite parenthèse, le blason des Armoises était l'ancien blason de la Flandre. C'est bien plus tard qu'on en a fait, on a placé le lion que vous connaissez. Mais c'est l'ancien blason de la Flandre. Alors voilà, là on peut retrouver, à Jaulny, on retrouve ces écus, accolés. Un document rare. C'est l'acte officiel par lequel le roi de France remet un écu à Jeanne la Pucelle. Il se trouve là, il est devant vous. Un très bel écu, avec une épée. Sur la lame, il y a des fleurs de lys. Si on veut le dessiner complètement. Voilà maintenant en détail ce portrait de Jeanne. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on a reconstitué cette cheminée? Parce que ça a l'air tout de même en très bel état. Eh bien non, absolument pas. Elle est ancienne, seulement elle a été conservée. Elle a été conservée, et je dois dire, on a un petit peu forcé la dose. Et on a de la chance. On a de la chance parce que, à l'approche de la Révolution française, les seigneurs de Jaulny, ils ont eu bien peur. Et comme la Révolution ont détruit beaucoup de choses, eh bien, ils ont protégé leur cheminée. Et ils ont demandé aux maçons du village de bien vouloir maçonner cette cheminée, plâtrer plutôt la cheminée. On l'a plâtrée, seulement elle est restée plâtrée pendant plus d'un siècle. Si bien que la grand-mère de l'actuel propriétaire, eh bien, elle a contacté, un peu par accident, le maçon du village. Vous savez que les métiers se transmettaient à l'époque, et c'était une vieille tradition dans la famille. On savait qu'il y avait des choses derrière cette cheminée. Si bien que cette dame était tout de même assez jeune, et elle a passé, avec un petit outil, elle a passé ses soirées à essayer de découvrir les médaillons qui se trouvaient derrière, sur cette cheminée, ces médaillons peints. C'est la raison pour laquelle ces médaillons sont en si bel état. Ils ont été protégés pendant plus d'un siècle. Alors,
nous approchons tout doucement de cet épilogue, parce qu'il faut une fin à tout. Et nous sommes à Puligny, vous avez une vue de l'église qui est probablement le point crucial de toute cette histoire. Puligny-sur-Madon, c'est très loin d'ici, mais il faut y passer si vous allez dans la région de Nancy. Donnez-vous la peine de faire un petit arrêt, ne parlez pas de moi au curé parce qu'il ne m'aime pas. Voilà la petite église qu'on peut découvrir à l'heure actuelle, et j'ai fait la connaissance, il y a tout de même quelques années, de M. de Sermoise, qui m'a tout de même donné de très bons renseignements sur cette histoire vraie de Jeanne la Pucelle. Et c'est à une époque où Pierre de Sermoise faisait de très grandes recherches. Et il a contacté le curé de la paroisse de Puligny, qui était l'abbé Chrétien, on n'invente pas ça, hein, l'abbé Chrétien, et ils se sont donné la peine de faire des recherches approfondies, si bien que des documents parlaient que Jeanne la Pucelle, Jeanne d'Ulysse, comme on l'appelait, L-Y-S, Jeanne d'Ulysse, et son époux avaient été inhumés dans la chapelle des Armoises, que vous avez devant vous, la chapelle des Armoises, dans l'église de Puligny-sur-Madon. Voilà la chapelle. Des fouilles ont été entreprises, et avec les documents qu'on avait en main, eh bien, tout était vrai. Tout était vrai en ce qui concerne la saleté de l'Église catholique romaine. On a voulu bafouer Jeanne et détruire sous ordre. La commission a dû détruire tout ce qui touchait l'histoire vraie de Jeanne. Si bien que pour l'Église, Jeanne avait été gardeuse de moutons, elle avait eu des voix, des hallucinations, et elle est morte sur le bûcher enceinte. On ne pouvait pas sortir de ce sentier. C'était les normes, c'était les ordres. Si bien que la commission a dû détruire tout ce qui nous faisait penser ou qui parlait d'une autre Jeanne. Archives, documents, livres, tout. Si bien que cette commission a donné des ordres aux ouvriers du village de Puligny pour détruire la tombe de Jeanne et de son époux. Et voilà ce qu'il en restait au moment où Pierre de Sermoise et le curé Chrétien ont fait des fouilles en dessous d'un petit escalier qui menait vers l'autel. C'est pas fini. Dès qu'on a fait les fouilles, bien sûr, on s'est empressé de placer une estrade, un banc et l'harmonium. Comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Il n'y avait pas de documents. C'est très tard qu'on a révélé cette histoire. Alors, l'Église n'a pas pensé une chose. Si l'Église a bafoué Jeanne, si l'Église a détruit sa tombe, mais il y a une chose qu'ils ont oubliée, eh bien c'est qu'au-dessus de cette tombe, il y avait un encadrement, et il y avait une plaque en marbre qui expliquait qui avait été inhumé à cet endroit. Et ils n'ont pas l'encadrement, ils ne l'ont pas détruit. Il existe toujours l'encadrement. Et de nos jours encore, on peut aller le voir. Alors, vous savez qu'en 10 ans, on fait beaucoup de travail. Et la première fois que je suis arrivé à Puligny, j'étais avec un ami, un couple d'amis, eh bien, nous avons démonté toute la chapelle, harmonium, hein, estrade, banc, statue, on a tout retiré de cette chapelle, et voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé la tombe de Jeanne, avec des inscriptions. Il y a Issel, repose, Issel, dame, je crois, et une petite croix, qui est la croix des franciscains. Elle existe, elle est là sur la tombe. Alors, j'ai fait des photos, j'ai fait des plans, j'ai fait des inscriptions, mais ma descente là n'a pas... Je n'ai pas pu y aller sans alerter un petit peu les gens sur place, bien malheureusement. Si bien qu'on a dû m'ouvrir l'église. On a pu tout de même être étonné ce que quelqu'un de Bruxelles venait faire à Puligny. N'empêche, j'en ai parlé vaguement au sacristain. Si bien que l'année suivante, lorsque je suis retourné, voilà ce que j'ai trouvé. C'est pas mal, hein? Ça date d'il y a 5 ans. Oui, qu'il y a encore des histoires qu'il faut tenir bien cachées et on n'a pas intérêt d'en parler. La dernière fois que je suis passé à Puligny, voilà. Tout avait été bien séché. On avait d'ailleurs remis un nouveau ciment et les carrelages de cuisine. Bon, ben, je crois qu'à une époque, on avait complètement revêtu l'endroit d'un carrelage de cuisine, mais ça, on est obligé de l'enlever.
Voilà de quelle façon maintenant vous allez pouvoir retrouver à Puligny la tombe de Jeanne la Pucelle. Voilà, voilà l'endroit précis la dernière fois, je crois qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je suis retourné avec un groupe, c'est tout ce qui reste. C'est ce qu'on peut appeler une pierre qui parle. Alors, je voudrais, c'est une Jeanne, c'est une Jeanne qui est, c'est le seul portrait de Jeanne que nous possédons. Ça a été tracé par probablement un juge lors de son procès. On n'en a pas d'autres. Alors, quelques petits détails encore pour approfondir ma thèse. C'est que on disait à Orléans des messes pour le repos de l'âme de Jeanne. Curieusement, à partir de 1439, les messes ont été supprimées. Tout d'un coup. Vous savez que Jeanne a été souvent à Orléans. Elle a été accueillie par le roi Charles VII à Orléans. On a créé ce qu'on appelle des mystères devant les églises, devant l'église d'Orléans. Sa mère habitait Orléans, elle touchait une pension, bien sûr, qui a été supprimée. Quand on a vu Jeanne revenir, eh bien, on a supprimé la pension de 28 livres de Madame Vouton. C'est un petit peu normal. Je me suis rendu d'ailleurs à Puligny avec un radiesthésiste. Et il a examiné longuement la tombe. Il m'a dit une chose, c'est que Jeanne est enterrée à cet endroit, mais avec beaucoup de bijoux autour d'elle. Et curieusement, il n'a pu me donner aucun détail en ce qui concerne le corps de son époux. Très peu de détails, sinon qu'il reposait à cet endroit, mais pas d'armure, rien. Pas d'épée non plus, ce qui est tout de même assez curieux pour un chevalier. Alors, ce qui reste de Jeanne est bien plus grand-chose, sinon des documents. Et je voulais vous donner tout de même, Jeanne est morte en 1450, à Jaulny, à Autrèves, et on n'en sait rien. On ne sait pas. Des fièvres probablement qui l'ont emportée. Je voulais vous donner un petit mot tout de même sur la sorcellerie. J'ai dit vierge ou sorcière, ça va tout de même un petit peu plus loin que ça. Sorcière, les Anglais en ont parlé, parce que ça les arrangeait bien. Parce que si on fait passer Jeanne pour une sorcière, on ne peut pas accepter le sacre. Une sorcière ne peut pas servir d'intermédiaire pour sacrer un roi de France. Ça arrangeait très bien les Anglais. On a dit qu'elle portait en dessous de sa cuirasse, son armure, elle portait une racine de mandragore. C'est possible, vous savez, c'était mandragore, c'est tout de même quelque chose. C'est possible, on n'a jamais pu le prouver. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle a épousé un homme qui s'appelait des armoises. Vous savez que les armoises, c'est une herbe un petit peu spéciale, qu'on coupe à la Saint-Jean, une herbe magique. Alors est-ce qu'elle aurait éventuellement choisi son mari par le nom? Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment ils ont fait connaissance, on ne sait pas comment des armoises a demandé la main de Jeanne. Ce qu'on sait, c'est qu'il a fait vœu de chasteté. Robert des Armoises, il avait été très tôt veuf d'ailleurs, il a fait vœu de chasteté, et lorsque Jeanne a été combattre, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Jeanne est repartie au combat. Les Espagnols parlent de ses combats à La Rochelle. Elle a fait un siège à La Rochelle, Jeanne. Elle a combattu les Anglais en d'autres endroits. Gilles de Rais l'a accompagné également. Gilles de Rais en parle aussi. Froissart, le grand Froissart, pense que c'est la plante maléfique, la racine de mandragore, qui a rendu Charles VI complètement fou. Que ce serait un complot entre son épouse et son frère Louis d'Orléans. En principe, c'est possible. Et Froissart prend, et c'est curieux, Froissart prend comme élément et comme preuve que la période de floraison est assez limitée. La période de floraison de la mandragore se passe entre juin et octobre. Et on a constaté que les crises répétées du roi se passaient entre juin et octobre. Le Froissart en a fait une déduction. Bon, il y a beaucoup de chances que cet homme perd les connaissances, il devient complètement fou au moment de la floraison de la mandragore. Je voulais vous dire une chose pour terminer, c'est tout d'abord vous donner tout de même les références. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 8.
ne faut pas compulser l'état d'auteur, il y en a 8, mais ils sont très importants. Il faut aller compulser les chroniques du doyen de Saint-Thibault. Le doyen de Saint-Thibault, eh bien, il a écrit toute l'histoire de Jeanne, au XVe siècle. C'est un contemporain. Je crois qu'on peut lui faire confiance, ce ne sera pas un farceur. Il faut également compulser les chroniques dites de Metz. Elles existent, elles datent également du XVe siècle. Pierre de Sermoise, descendant, je l'ai dit, de la famille des Armoises, qui a fait une grande étude sur son ancêtre, Jeanne d'Arc. Les chroniques de la ville d'Orléans sont également très intéressantes. Je cite également Édouard Schneider. Et là, je fais une petite parenthèse. Édouard Schneider, qui est alsacien, un grand historien, était ami intimement avec le pape Pie XI. Et il est passionné de Jeanne d'Arc, il a souvent rendu visite à son ami, et il a demandé un beau jour d'avoir accès aux archives du Vatican et de compulser à l'aise le dossier Jeanne. Et il l'a fait. Il l'a fait, il a pris des notes, beaucoup de notes, des dossiers de notes. Seulement Pie XI lui a dit: tu vas me rendre un grand service, ne pas divulguer, ne pas écrire. Bon. Et malheureusement, et heureusement pour moi, Schneider a confié tous ces documents à un professeur historien qui s'appelle Gérard Pemme, P-E-S-M-E, grand connaissance de Jeanne d'Arc, et cet homme, il a trahi le secret de l'Église, il a édité un livre qu'on ne rencontre plus, qui a été édité à peu d'exemplaires, il est très rare, et M. Gérard Pemme, lui, dans son livre, il explique l'histoire vraie de Jeanne d'Arc. C'est jamais bon de dire la vérité, puisque ce monsieur a eu de très gros problèmes. Il a été en quelque sorte excommunié, puisque sa famille, et sa fille notamment, sa famille ne pouvait plus mettre les pieds dans une église, et le mariage religieux de sa fille a été interdit. Voilà, l'église s'est vengée une nouvelle fois du secret de Jeanne. Je tiens tout de même à terminer sur une page optimiste, puisqu'il faut tout de même rendre Jeanne à la France. Nous avons dit que représentait Jeanne. C'était une petite paysanne. Elle mesurait 1,60 m. Elle avait des cheveux noirs, une voix faible, un corps robuste. Elle était très intelligente, astucieuse, mais parfois insolente. On l'a dit, courageuse, honnête. Et je crois que, finalement, elle a tout essayé. Elle essaya de tout son cœur, je pense, sans arrière-pensée, de sauver la France.